Salut Kylian, merci d'être là pour le premier épisode de la DA. Merci pour ta confiance et de nous accorder cet entretien exclusif. C'est un moment important, c'est le lancement de la chaîne. Et on va revenir avec toi à l'occasion de cette fin de saison de hockey sur différents sujets. On va revenir bien évidemment sur ton parcours, comment t'en es arrivé à devenir le joueur que tu es aujourd'hui. C'est un petit peu la marque de fabrique de la DA, comprendre le parcours des invités que l'on reçoit. Et aussi, on va revenir sur d'autres sujets, bien évidemment de ta saison, sur ton futur, puisque tu as annoncé quelque chose sur Instagram, tu changes de club. Donc on va revenir sur toutes ces petites choses, tranquillement aujourd'hui. Mais avant tout, Kylian, comment ça va? Bah bien et toi, et je suis ravi que tu m'aies choisi pour commencer ta chaîne. Donc non, ouais, je suis prêt à discuter avec toi. Bah ça me fait plaisir. On va donc commencer comme je t'ai dit par ton parcours, parce qu'il y en a peut-être certains qui te connaissent pas, même si c'est une interview qui est un petit peu attendue par un petit public quand même. Le hockey pour toi ça commence à 7 ans, donc tu choisis le hockey plutôt que d'autres sports. Pourquoi le hockey? Bah déjà moi je suis quelqu'un, j'aime bien toucher à tout, et du coup j'ai commencé un peu par le judo à l'âge de 3-4 ans. Après j'ai une famille qui est beaucoup dans le basket. Du coup, j'ai direct enchaîné avec le basket à 4-5 ans. Je faisais judo basket en même temps. Je suis quelqu'un d'hyperactif un peu. J'aime bien quand ça bouge, tout ça. Après, j'ai arrêté le judo. Puis j'ai pris le foot. Donc, je faisais basket et foot jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Et il fallait que je change parce que, comme j'ai dit, je suis hyperactif. Et après, j'ai eu une connaissance qui m'a fait découvrir le hockey. Donc, tout de suite, ça a bien matché, ouais. Une influence américaine quand même quand on voit un peu de basket, un peu de hockey. C'est quoi, c'est dans la famille, il y a une petite... Ouais, beaucoup, grâce à mes tantes, on va dire. Ok. Enfin, on écoute beaucoup de musique américaine, de films américains, on regarde tout ça en anglais, non, c'est pas mal. Ok, c'est une culture familiale. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et après, pour toi, le hockey, ça marche vite, enfin, ça marche bien assez rapidement, puisque dès les U15, tu remportes un titre de champion de France. C'est le premier titre de ta carrière. À ce moment-là, c'est pas encore professionnel, mais c'est quand même un titre de champion de France. C'est notable. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, ok, le hockey, ça va devenir sérieux pour moi? Ouais. Pas totalement, ouais. Mais j'y pense, tu vois, dans un coin de ma tête, parce que là, en vrai, à 15 ans, tu en penses pas, on est avec ses potes, on kiffe. Mais en vrai, tu vois, je me dis, t'as vu, on peut essayer de faire un truc, parce que moi, après, j'ai toujours eu ce côté de moi qui voulait finir sportif pro dans n'importe quelle discipline. Du coup, là, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas tenter le truc à fond. J'ai commencé à m'entraîner un peu plus de mon côté. Enfin, tout ça, ouais, j'y ai pensé, mais je joue toujours avec le plaisir, quoi. Okay. C'est ça qui était bien. Donc, ton aventure au Dragon de Rouen, après, elle continue, comme tu as dit. T'as aussi cette volonté, donc tu as dit d'être sportif professionnel, mais t'as aussi cette volonté de vouloir aller jouer plus haut. Dès que tu étais jeune, genre à 14 ans, tu voulais aller jouer avec les 17. T'avais cette mentalité-là, d'aller jouer toujours au-dessus, cette rage en fait qui fait que directement t'as compris que dans le sport il y a quelque chose à faire, tu vois. Ça c'est quelque chose qui t'a animé assez rapidement. Ouais, vraiment. Tout de suite, parce que comme tu l'as dit, tu vois, il y a l'influence américaine, on regarde beaucoup de sports américains, comme t'as dit, basket, on regardait pas du hockey, mais football américain, tous ces sports américains, on le regardait beaucoup à la télé, même du foot normal. Et franchement, genre j'ai tout de suite accroché, tu vois, avec l'idée d'en faire mon métier. Donc j'ai pris tout de suite au sérieux le truc dans un coin de la tête, quoi. Donc pour toi les Dragons de Rouen, donc le hockey ça continue, ça se passe même plutôt bien. U20, année particulière puisque donc là j'ai ici le palais de ton premier but que tu as marqué en U20, juste là. Forcément ce hockey, ce palais il te donne forcément des souvenirs. Moi je veux juste savoir où tu l'as eu. J'ai mes sources. Okay. J'ai mes sources, ça c'est le travail en amont de l'émission. Pas de soucis. Non, ouais, du coup, ouais, c'est un but contre Grenoble qui permet de, je crois, passer devant. Si je me souviens bien, il y avait 1-1 dans le match, c'était en U20. J'avais pour objectif, moi, de marquer assez tôt, avant mon anniversaire, parce que je suis né en décembre, donc là, c'était au mois de novembre, c'était parfait. T'as quel âge à ce moment-là? Je crois que je devais avoir 2018, ouais, j'ai 15 ans. Okay. J'allais sur mes 15 ans, ouais, donc, 14 ans. Pas mal. Donc, c'est ça, je voulais marquer un peu de mon empreinte et montrer que je jouais pas simplement en U20 et moi aussi j'étais capable de marquer et d'aider l'équipe comme ça, quoi.
Une mentalité de gagnant très rapidement. Ouais, dès le début, parce que je suis compétitif. Ouais. Sinon, je pense pas que j'aurais accroché. Et ouais, obligé. Obligé. Et en U20, c'est une année formidable. Parce que U20, donc tu as ce but-là, marqué à 14 ans. Mais un peu plus tard, tu auras aussi ce titre de champion du monde C'est ça. avec l'équipe de France en U20. Exceptionnel. Enfin, là, à ce moment-là, on rentre vraiment dans le sérieux. Tu te dis, t'es champion du monde avec l'équipe de France. C'est quoi tes émotions à ce moment-là quand tu dis, ok, je suis champion du monde avec mon pays, quoi? Une grande fierté. Une grande fierté. Parce que, le hockey français, il avait connu un peu de quelques galères pendant la période Covid. On était redescendu avec les moins de 20 ans de poule. Donc là, on savait qu'on n'avait pas le choix de monter, en fait. C'était une petite pression que la Fédé nous avait mise. Et on avait le groupe pour, et c'était que des potes. Donc du coup, c'était une fierté. Et, tu vois, on est tous contents quand tu fais ça avec ton pote. Et c'était déjà content de le faire avec un. Et là, quand c'est 25 gars, t'es trop heureux, trop content. Et après, tu t'en rends pas compte, en vrai, que t'es champion du monde. C'est pas anodin, quoi. Donc du coup, tu te lèves le lendemain, tu te dis, c'est bien, on a permis au hockey français de la prochaine saison de jouer dans une meilleure catégorie, quoi. Ouais, c'est bien. C'est incroyable d'avoir cette opportunité-là, cette mentalité-là aussi à cet âge-là. C'est super intéressant. Parce que, on parle un petit peu de ton côté précoce depuis tout à l'heure, le fait que tu as marqué à 14 ans en U20, etc. Ton début en professionnel se fait aussi super tôt. En 2020-2021, tu fais ton entrée dans le grand bain. T'as que 16 ans à ce moment-là quand tu fais tes débuts en professionnel avec les Dragons de Rouen. Quand tu rentres sur la glace, tu deviens officiellement le septième plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de Ligue Magnus. C'est une performance qui est notable. Mais ce qui m'intéresse, c'est à 16 ans, toi, tu as encore ta vie d'étudiant à côté, t'es lycéen encore, etc. C'est quoi, comment on arrive à gérer le côté sport et le côté études toujours à côté, parce que tu vas au lycée tous les matins comme tout le monde, mais le soir, tu as un match de Ligue Magnus avec les Dragons de Rouen. Ça, tu le vivais comment? C'était comment au lycée? C'était un kiff total, parce que tu vois, t'es insouciant un peu. Tu te dis pas que là, ça va, c'était la période Covid, donc les patinoires n'étaient pas encore pleines. Mais après, tu te dis, ouais, putain, je le fais tranquille, en fait. Je suis capable de faire ça, et j'ai toujours voulu faire ça. Donc quand ça arrive, t'es content, tu vis à fond. À ce moment-là, je vis chez mes parents, enfin, tu sais, tout ce qui se passe, je suis heureux, je suis insouciant, mais je m'en rends pas compte, en fait, que c'est énorme. Enfin, c'est déjà bien ce que je fais, tu vois. Parce que j'en voulais plus, je me suis dit, je crois que j'ai dû faire une dizaine de matchs cette saison-là, et je voulais pas en manquer un. Comme si j'étais déjà un titulaire indiscutable, alors qu'en soi, j'étais juste un simple jeune surclassé, quoi. Donc, ouais, devenir le 7e plus jeune joueur de Ligue Magnus, c'est une fierté. Mais sur le moment, pareil, je m'en rends pas compte, parce que je me dis, j'ai encore rien fait, j'ai pas marqué, j'ai pas gagné un titre avec Rouen. Enfin, à la fin de cette saison-là, on gagne un titre, mais c'est l'année Covid, donc c'est pas un titre comme on a pu le gagner cette saison-là. Donc non, grave content. Pas de prise de tête, parce que comme on l'a dit aussi, nous, le hockey, c'est pas un sport majeur en France. Donc je vais au lycée, il y a personne, je me fais pas arrêter quand je vais au lycée. Ça, je voulais savoir. Je vis ma vie tranquille, quoi. Okay. Je pense que les autres étudiants savent que, ouais, il y a des hockeyeurs qui jouent. Mais je suis même pas sûr, parce que là, comme c'était Covid, patinoire fermée, j'étais pas médiatisé. Enfin, tu sais, on reste du hockey, c'est pas le foot où on passe en prime time bien sûr. sur Canal ou... Peut-être un jour, j'espère. Et on va continuer dans cette lignée de précocité, parce que c'est fou. Ton premier but en senior, il va arriver aussi rapidement. Mais par contre, tu vas pas le marquer avec les Dragons de Rouen, tu vas le marquer avec Caen, parce qu'il y a ce système de licence bleue dans le hockey. J'ai pareil, le palais avec moi, c'est le palais de ton premier but en senior, donc c'était en D1 avec Caen. Et donc du coup, explique-nous pourquoi tu le marques avec Caen alors que tu es un joueur des Dragons de Rouen. Comme tu as pu le dire, tu vois, j'ai commencé avec Rouen, mais j'étais pas du tout aguerri en fait encore. J'étais précoce, enfin, il fallait que j'aille faire mes classes un peu à Caen. Du coup, cette licence bleue, c'est ça que ça te permet d'être licencié à Rouen et à Caen pour jouer juste les matchs. Et franchement, non, c'est comme un prêt dans le football. Ouais, c'est ça. C'est un petit prêt. C'est-à-dire que la semaine, je m'entraînais avec Rouen, et le week-end, j'allais jouer avec Caen, ou peut-être la semaine, je pouvais aussi aller m'entraîner avec Caen pour préparer les matchs, quoi. Mais c'était pas un transfert, quoi. Je pouvais changer de club comme ça, et non, ouais, j'ai bien aimé cette entente-là. Et du coup, j'ai marqué mon premier but contre Neuilly. T'as quel âge 2021, 2003, il y a 18, ouais, 18. 17, J'allais prendre 17, ouais. Non, 18 parce que c'est en avril. Ok.
Je crois, ouais, 18. Ouais, donc ouais, non, je suis quand même content. Parce que c'est un match qui nous a permis de gagner. Enfin, c'est un bon match. T'en as parlé brièvement tout à l'heure. Saison aussi formidable cette année pour les Dragons de Rouen. 17e titre de champion de France. Et cette fois, t'en fais partie. T'as joué 44 matchs cette année. Donc, ça a été un joueur à part entière des Dragons de Rouen. Moi, il y a une question qui m'est venue. Donc, t'as 19 ans cette année quand t'es champion de France. Ton adaptation dans le vestiaire professionnel, elle est faite depuis pas mal de temps quand même, puisque comme t'as dit, t'as fait tes débuts en pro à 16 ans. Mais ça se passe comment dans le vestiaire? Est-ce qu'on te vanne un petit peu? Est-ce que t'es un petit peu comme le petit jeune qu'on vanne un petit peu? Mais est-ce que t'es pris au sérieux quand même dans le vestiaire cette année? Non, franchement, comme t'as dit, tu sais, j'ai eu le temps de m'adapter dans le vestiaire. En vrai, donc je suis pas pris comme le petit jeune, parce que on est plusieurs. Il y a Tommy Perret, Quentin Tomasino, Tonin Kobe. On est tous là jeunes. Donc il y a pas, on pas cibler le petit jeune. Tu fais toutes les tâches. Ouais. Non, il y a pas du tout ça. On rigole tous ensemble. On se lance des piques. Okay. C'est ça que j'aime bien en fait. Moi, ouais. ça se pique. Tu vois. C'était 3 blagues. Moi, je vais pas me gêner pour faire une blague. Et les plus vieux aussi vont pas se gêner pour me faire des petits pics. Tu vois, genre on aime bien se tacler comme ça, que ce soit dans le jeu ou en dehors. Enfin, sur la vie de tous les jours, quoi, en fait, parce que c'est les gars. On vit ensemble. On se voit tous les jours. On les voit quasiment plus que notre famille, tu vois. Donc l'entente, tu vois, se fait naturellement. On oublie un peu ce truc de l'âge, quoi. Groupe formidable, une saison donc exceptionnelle, parce que vous finissez 2e de la saison régulière avec Grenoble donc qui remporte le titre. Vous allez donc au play-off et donc vous montez petit à petit les matchs. Quart de finale ça se passe bien, demi-finale ça se passe bien. Donc vous atteignez la finale contre Grenoble, une finale qui démarre très mal. Premier match perdu 8-2. Les 2 premiers matchs, donc vous les perdez. Dans le hockey, on sait qu'il faut en gagner 4 pour être champion de France. Donc c'est le premier à 4 qui gagne. Vous perdez donc les 2 premiers, vous revenez à 2-2, vous gagnez 2 matchs de suite, puis 3-2, ce qui vous permet d'aller jouer le titre chez vous à Rouen pour remporter donc ce 17e titre. Moi honnêtement, quand j'ai vu le 8-2 au premier match, j'osais pas trop t'envoyer de message, etc. parce que je me suis dit je vais pas le déranger, etc. Mais est-ce que tu te dis à ce moment-là, j'ai 19 ans, je sais pas de quoi est fait demain, ça se trouve je ne jouerai plus à Rouen l'année prochaine, je suis en train de perdre ma Magnus, je sais pas si j'aurai l'occasion de la regagner plus tard. C'est quoi ta réaction à ce moment-là au 8-2? Est-ce que tu as cette mentalité de te dire allez, c'est pas perdu, c'est pas grave, 8-2, on va revenir, comment ça se passe? Mais j'ai même pas attendu le lendemain. Tu vois, genre on est sorti direct du match. Je me suis dit ça, genre en fait, ah ouais, c'est ça le niveau de la finale. Ouais. Okay. C'est pas juste d'y aller, il faut la jouer en fait, parce que là, tu vois, c'est 8-2, c'est un peu humiliant, tu peux te sentir mal. Enfin, c'était le cas, tu vois, on s'est senti mal, mais on a cette chance-là de hockey, c'est de jouer direct le lendemain. Donc du coup, on savait qu'il fallait passer directement à autre chose. On s'est parlé avec les gars, enfin, tout de suite, on a pensé aller vers de l'avant. Après, c'est sûr que moi, quand je rentre dans la chambre d'hôtel, je suis là, je me dis mince, c'est peut-être ma dernière finale, c'est ma première. Ok, on peut peut-être pas la gagner de la première, mais j'ai pas envie de la perdre non plus. Donc je vais tout faire et après on verra, tu vois. Et sur ce match-là, j'avais pas le sentiment d'avoir tout mis en œuvre, tu vois, pour aider l'équipe, tu vois. J'ai fait une petite remise en question de moi-même, tu vois. C'est important. Ouais, c'est important parce que c'est ce qu'il faut quand t'es sportif de haut niveau. Tu peux pas te permettre de foncer tout droit la tête baissée. Il faut savoir se remettre en question, ce qui a changé, ce qui a gardé ou pas. Et du coup, non, le lendemain, on perd quand même, mais 2-0, tu vois. C'est déjà un peu mieux. Mais dans la tête, ça forge aussi. Dans la tête, tu vois, c'est ça. Et après, on savait qu'on allait avoir le vent dans le dos parce que on joue à Rouen, match 3. Rouen, on connaît la ferveur du hockey ici, c'est très fort. Ouais. Donc, tu vois, on savait que ça allait nous pousser. Malheureusement, tu vois, il y a ce match qui est arrêté par des incidents de glace. Mais tu vois, c'est pas grave parce que, genre, à ce moment-là, malgré qu'on a attendu 30-40 minutes, nous, dans le vestiaire, on a senti direct, tu vois, la ferveur des supporters rouennais du hockey à Rouen. Et à ce moment-là, on a encore plus compris que on n'a pas le choix en fait, faut la gagner et qu'on va être soutenu. Donc c'est à nous aussi de leur rendre ce qu'ils veulent, tu vois. Tu marques en plus pendant ces finales. Ouais, c'est pendant ça. Match 4. Ouais, c'est ça, match 4. Tu marques un but contre Grenoble en finale. Tu parlais de remise en question. Je pense que c'en est une belle. En tout cas, le message il est beau. Tu marques pour ta première finale de Ligue Magnus. Après, tu arrives enfin à cette grande finale.
donc dans une remontée exceptionnelle, comme on a dit tout à l'heure. Vous revenez donc à 2-2, puis 3-2, donc pour aller s'offrir cette finale à Lille-la-Croix. Finale exceptionnelle de bout en bout. Je te le dis honnêtement, moi j'y étais, c'était de la folie. Comme j'aime dire, je pense que ce soir-là, le sport nous a offert l'un de ses plus beaux cadeaux. C'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti. On sait que le sport peut procurer des émotions exceptionnelles, et je pense que ce soir, c'en était la preuve. C'était de la folie. Ce qui m'a choqué, c'était que on était à 45 minutes avant le coup d'envoi, une patinoire pleine à craquer, les champs, la tribune G était déjà en feu. Je me suis dit, ok, ce soir, on va vivre un grand soir. Et quand je sais qu'en plus, j'ai des amis à moi qui jouent sur la glace, t'as l'impression d'y être aussi, tu vois. Et il y avait tous ces supporters-là, une ferveur de fou. Forcément que ça vous touche. Quand tu vois une ferveur comme ça, forcément que ça vous touche. Bah ouais, tu sais, tu commences à t'échauffer en dehors de la glace, déjà tu vois les supporters arrivent, parce que nous on s'échauffe dehors, sur le parking, on voit que les gens ils arrivent, tu vois, on se dit vas-y, c'est ce soir, on a la balle dans notre camp, tu vois, genre on peut finir là maintenant devant notre famille, devant notre public. On s'est dit vas-y, faut pas se manquer, tu vois. On s'est même pas forcément parlé, mais tout le monde était dans ce mindset-là, ça se voyait, tu comprends en direct, et c'est ça aussi à Rouen, genre on sait gagner ici, tu vois. Et du coup tu sais que c'est ce soir, et tu le comprends pas, enfin, parce que moi j'ai pas réalisé tout de suite, tu vois, mais tu sens que les ingrédients ils sont mis, tu vois. On sait se préparer, on sait bien entraîner, on arrive quand même confiant, parce qu'on a gagné 3 victoires d'avant, mais pas trop confiant parce qu'on sait jamais dans le hockey. Regarde, Grenoble en face, ouais, c'est Grenoble en face. C'est une équipe de base qui a pas perdu 2 matchs d'affilée, là ils en ont perdu 3. On sait jamais, la tendance ça peut être inversée, mais comme je t'ai dit, genre nous on a ce truc où c'est vraiment la balle de match, genre il faut qu'on l'a là. Et il faut qu'on la saisisse maintenant parce que sinon à Grenoble ça va être une autre paire de manches et ça va être compliqué. Mais tu vois, c'est incroyable d'avoir cette chance-là, comme tu as dit, c'est un cadeau du sport. Et de l'avoir vécu à Rouen, franchement, je suis chanceux et je suis très content. Tu vois. Parce que le scénario des matchs sont fous, mais le scénario de la finale est fou aussi, tu vois. Ouais. C'était intenable. On pensait que ça allait jamais se terminer, tu vois. À chaque fois que vous marquiez, Grenoble remarquait, égalisait, revenait au score, ou en tout cas réduisait la marque pour revenir à un seul but d'écart. Finalement, à la fin du temps réglementaire, vous vous quittez sur un 3-3 qui vous amène donc en prolongation. Quelle première finale de Ligue Magnus, honnêtement, ça devait être fou pour toi à 19 ans. Ah, tu serres les fesses, hein. Ah, tu serres les fesses parce que je suis jeune, c'est pas moi qui joue dans ces moments-là. Donc tu vois, genre le sort en fait du match, il est plus dans mes mains et tu vois, c'est dur un peu accepter ça parce que tu donnes ta confiance à tes coéquipiers qui jouent, tu vois. Donc et c'est là que c'est dans ces moments-là que tu vois que de travailler tous les jours avec eux, de créer des liens, de se taquiner, tout ça et tout, la confiance tu la donnes naturellement en fait. Donc t'es là, tu les supportes, t'encourages. Et franchement, bah, tu stresses en fait, je deviens un simple supporter en vrai. Ouais. J'ai cette chance d'être au bord de glace, tu vois, donc ça va. Mais après, c'est que du kiff. C'est que du kiff quand on voit le résultat à la fin. Quand Yeo pousse le palais au fond des filets, la patinoire se libère, tout le monde crie, tout le monde se prend dans les bras. C'est un moment exceptionnel. Je vois tous les joueurs jeter leurs gants, leurs casques et ils se retrouvent tous au milieu de la patinoire. Toi, tes émotions, quand tu vois tout le monde rentrer sur la glace, ça y est, tu l'as fait, t'es champion de France. Le petit gamin que t'étais quand t'avais encore que 7 ans vient d'être champion de France. C'est quoi tes émotions à ce moment-là? Un trou noir. Trou noir, blackout total. Je comprends rien. Parce que je vois tout le monde jeter les gants. Tu vois, c'est coutume, tu vois, de hockey, de jeter son équipement, tout ça et tout. Mais là, tu vois, je le fais, mais c'est pas moi qui contrôle mon corps, tu vois, j'ai l'impression, genre, juste, je kiffe. Je kiffe de ouf et je jette mes gants, mes crosses. On s'élève, on se prend dans les bras. Je pense à mes proches qui sont là, mes amis. Je me dis, putain, j'espère qu'ils ont kiffé, tu vois, genre, je l'avais dit, genre, on allait le faire, tu vois, genre, enfin, tu vois, j'ai pas fait ça pour rien, tu vois, je me suis pas levé tous les matins pour rien. Enfin, c'est une petite récompense, j'espère que ce sera pas la dernière. Mais non, franchement, que du kiff. Tu as parlé de famille. Quand je rentre sur la glace, parce que j'ai la chance de rentrer sur la glace avec tous les supporters, etc. En plus, j'étais invité comme proche des joueurs. Donc, j'étais vraiment au plus proche de vous. Et il y a cette phrase de ta maman. Parce que quand on se voit, on se prend dans les bras. Et ta maman, elle te dit cette phrase. Kélian, tu te rends compte, il y a 10-15 ans, c'était toi qui étais là, l'enfant à regarder et à rentrer sur la glace. Et aujourd'hui, tu l'as fait, t'es champion de France. Quel rôle a ta famille dans ta carrière de sportif de haut niveau? Bah, une famille, c'est très important. Je trouve ça, franchement, c'est une pièce majeure, tu vois,
moi de ma vie parce que ça me permet de me construire, tu vois. Je peux me reposer sur eux quand ça va pas bien, je peux aller les voir. Je suis heureux, je vais les voir aussi. Enfin, franchement, genre, comme elle a dit, tu vois, il y a 10-15 ans, c'était moi qui étais là en train de vouloir monter sur la glace pour célébrer avec les Dragons et je me suis retrouvé à côté de Marc-André Tinel, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et j'ai kiffé, tu vois, genre, et de là de le vivre, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais profiter avec tout le monde, tous les supporters qui sont venus, il faut que je leur redonne un peu parce que bah, moi aussi, comme elle a dit, il y a 10-15 ans, je regardais ça, quoi, en fait. Et franchement, non, la famille, on peut en revenir dessus, c'est quelque chose d'important pour moi. Très important parce que sans eux, un peu, je suis rien, tu vois. Déjà, c'est ma mère qui m'a éduqué. Enfin, tu vois, c'est tout ça qui fait que ça crée l'homme que je suis. Donc non, c'est très, très important. Donc cette année, saison donc exceptionnelle, on n'arrête pas de le dire, je me répète là-dessus. Mais ça n'a pas été tout beau, tout rose tout au long de la saison. Euh, Est-ce que tu as eu des moments de doute aussi pendant cette saison où tu jouais peut-être un peu moins, de moins en moins? Il y a eu cette blessure forcément, on en reviendra après. Est-ce que tu as traversé tout ce qu'un sportif peut traverser dans sa carrière? Est-ce que tu as eu ces moments de doute pendant cette saison? Ouais, là, cette saison, j'ai traversé beaucoup de choses. Bah, elle a commencé très tôt parce qu'en équipe de France, nous on reprend fin juillet, tu vois, on enchaîne, on va en Suède, on enchaîne un certain nombre de matchs. Donc, tu vois, je suis en forme, je suis content de jouer au hockey. Je reviens à Rouen, je joue beaucoup, j'ai du temps de jeu. Mais tu vois, j'ai toujours pas ce but. Et tu vois, j'y pensais parce qu'au bout de 2-3 ans, tu marques pas. Tu vois, je me suis dit, bon, au final, j'ai peut-être pas le niveau, tu vois, pour jouer ici, ou je sais pas. Donc, tu vois, quelques moments de doute. Après, je change de mental un peu. Je me dis, ouais, tu sais, j'apporte quand même à l'équipe sans ce but, donc c'est pas grave. Et après, bah, je marque mon premier but, donc non, donc franchement, à ce moment-là, je suis content. Après, tu sais, je joue, j'enchaîne, je suis bien. J'enchaîne plusieurs buts, enfin voilà, j'en ai 2 autres après. Je pars au championnat du monde, je me blesse. Donc tu vois, on repart à zéro. Je me dis, vas-y, bah, il faut refaire une autre prépa, se retravailler, parce que bah là, je prépare les playoffs la fin de saison. Donc tu vois, je suis content. Et, non, il y a eu pas mal de hauts et de bas. Donc non, franchement, j'ai vécu plein de trucs cette saison-là. Et en vrai, je suis content parce que bah, à la fin, elle est bien récompensée, tu vois. Ouais. Même si j'ai pas pu faire ces championnats du monde, je me dis que bah, le sport, tu vois, il y a toujours un bon karma, une bonne justice. Donc non, je suis content. Il y a cette blessure, tu l'as dit. Forcément, moi, le truc qui me frappe, c'est quand tu te blesses à 19 ans, que tu as la chance d'avoir le temps de jeu comme tu as évoqué. Est-ce que tu as peur de te dire... Alors, il y a jamais de bon moment pour se blesser, mais est-ce que tu te dis, putain, non, c'est vraiment pas le moment pour me blesser? Ce que je suis en train de vivre là à 19 ans, c'est fou. C'est pas le moment où je me blesse. Est-ce que tu as peur que tout s'arrête à ce moment-là? On dit souvent, le sport peut s'arrêter du jour au lendemain. Bah, j'y pense. Parce qu'au moment où je reçois ce palais dans la mâchoire, je me dis, non, c'est pas possible. Enfin, je rêve, genre, j'y crois pas, tu vois, j'essaye de rejouer. J'essaye de me convaincre de moi-même que c'est pas cassé. Enfin, je fais des tests, histoire tu vois, de jouer de n'importe quelle manière, tu vois, de me surpasser. Et quand je vois que je peux pas, tu vois, je me dis, vas-y, non, c'est pas le moment. J'avais envie de faire ces championnats du monde-là. C'était un objectif, c'était un point important dans ma saison. Donc, du coup, j'ai pris mon mal en patience. Je me suis dit, c'est pas grave si je fais pas celui-là. J'espère en faire plusieurs ou d'autres en senior. Donc, je me dis, vas-y, c'est pas grave, on va faire appel au remplaçant parce que c'était soit je restais et je jouais qu'à 20%, ou soit on en prenait un remplaçant. Donc, moi, tout bêtement, c'était plus logique d'envoyer un gars qui était à 100% que moi à 20%. Ouais. On parle quand même de défendre son pays en plus. C'est ça, donc c'était ma dernière en U20. Enfin, l'année dernière, on était monté de catégorie. J'avais envie de connaître ce nouveau niveau à l'international. Donc ouais, c'est pas le moment, mais comme tu dis, après, il n'y a pas de bon moment. Et je me dis qu'en vrai, tant mieux que c'est pas arrivé, par exemple, à ce moment-là. Et peut-être me rebrasser, tu vois, au playoff. J'ai pas loupé mes 2 échéances de la saison. J'en ai loupé 1 sur 2. C'est un mal pour un bien, parce qu'à la fin, ça finit bien. Oui, tu finis champion de France quand même. C'est ça. Il y a un sujet aussi qui revient pas mal en ce moment, qui est mis en lumière, et je trouve que c'est une super belle chose. C'est l'après-carrière des sportifs. Il y a pas mal de sportifs et de spécialistes du sujet qui prennent la parole sur ce sujet-là. Bien que toi, tu n'aies que 19 ans et que c'est pas forcément dans l'immédiat une question que tu pourrais te poser, mais je trouve ça justement intéressant de se dire, est-ce qu'à 19 ans, tu as déjà réfléchi à ton après-carrière? Parce que justement, dans ce cadre de cette blessure, où si tout s'était arrêté là à ce moment-là, tu aurais pu aussi revenir et tes coachs ne te faisaient plus confiance, ne te faisaient plus jouer. Tu aurais pu vivre ça aussi.
Quel rôle a l'après-carrière est-ce que tu y penses? Bah ouais, tu vois, je me blesse, tu vois, je me dis, je savais que, tu vois, c'était pas une blessure qui mettait fin à ma carrière, tu vois. Ok. Parce que c'est pas une petite blessure, mais c'est pas non plus la blessure qui m'empêche de marcher ou de Ouais. voir, ou, enfin, tu vois, c'est pas ce type de blessure-là, je me cache juste la mâchoire, enfin, juste, tu vois, tout est relatif, mais, tu vois, je me dis, il faut que je continue mes cours, en fait, parce que, tu vois, ça peut arriver très vite, il faut que je prépare mon après-carrière. J'étais déjà dans cette optique-là, cette saison, de suivre à fond mes cours. Et du coup, j'ai dû mettre les bouchées doubles et tu vois, je l'ai fait en travaillant aussi pour me préparer, enfin, de faire vraiment ce double projet-là. Et comme je suis jeune, j'ai pas de famille, enfin, j'ai ma famille à moi, mais j'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme. J'ai vraiment que moi, donc je pouvais me concentrer que sur moi-même. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer à l'après-carrière parce que c'est pas à l'après qu'il faut penser à l'après, tu vois. Si je peux prendre de l'avance, je le fais tout de suite. Et non, du coup, tu vois, j'ai déjà un peu préparé ça avec un ami, tu vois, on a ouvert une petite boîte de revente de chaussures. J'y pense de plus en plus et tu vois, je suis content en vrai de me dire que je me crée des portes de sortie, tu vois. J'en veux pas qu'une parce qu'on sait jamais, encore une fois, rien n'est sûr dans la vie, tu vois. Si je peux en avoir plusieurs, comme là j'ai dit, ma petite entreprise, pourquoi pas le monde de l'audiovisuel ou être community manager, enfin, tu vois, je me laisse un peu de place dans tout ça et je suis content d'y penser en fait. Ok. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais, exactement. Tu as parlé beaucoup de mindset, beaucoup de mentalité un peu à l'américaine. C'est ce qui t'anime en tout cas depuis que tu es tout petit. Tu as grandi avec ça. Et j'ai ici avec moi un livre. Alors c'est le Kobe Bryant Mamba Mentality. Forcément, ce livre il a eu une place particulière dans ta vie, surtout au moment de ta carrière. C'est en tout cas ce que tu m'as dit. Dis-nous un petit peu plus sur le rôle qu'a pu avoir ce livre pendant ta carrière. Comme tu l'as dit, le mindset c'est très important, tu vois, c'est chez un sportif. Et à ce moment-là où je me blesse, tu vois, je rentre en France, je suis chez ma mère, tu vois, j'ai plus trop envie de sortir, tu vois, je suis un peu en mode dépressif, tu vois, mais sans trop l'être non plus, parce que c'est pas la fin du monde, il y a des choses bien pires. Et du coup, ma tante me ramène ça, elle me fait ce cadeau, et me dit, tiens, lis-le, tu pourras en tirer des trucs. Et elle savait déjà que Kobe Bryant, c'était quelqu'un que j'admire. Donc j'avais déjà vu plusieurs documentaires sur sa manière de travailler, sur sa manière dont lui aussi avait essayé de gérer son après-carrière, malheureusement il est mort. Et du coup, je le lis et je m'y reconnais un peu dedans, tu vois, genre sur ce côté où il faut travailler plus pour espérer avoir plus, quoi. Ça vient pas du jour au lendemain et lui aussi il met sa famille dans ça. Et il disait que tout le monde le prenait pour un fou parce que, enfin c'est pas lui qui l'a écrit, hein, c'est Phil Jackson, mais tout le monde le prend pour un fou parce que il se levait beaucoup plus tôt que les autres. À 6h, il était dans la salle de sport et à 8h, il faisait une sieste entre 8 et 9h et à 9h, il allait à l'entraînement, quoi. Travailler plus pour être meilleur. C'est ça, mais en fait, quand tu comprends, il fait ces sacrifices-là, mais c'est aussi pour gérer sa famille parce qu'il était là au lever de ses enfants, au coucher de ses enfants. Tu vois, il voulait pas me manquer ces moments-là et j'ai pas d'enfant, mais moi, quand il est mort, tu vois, j'ai pris un peu ce mindset-là, de le faire, d'être avec mes petits frères, de pouvoir les emmener à l'école, d'aller les chercher, d'aider ma mère comme je pouvais, tu vois. Donc en vrai, non, je me suis reconnu pas mal dans ce livre-là et c'est un de mes meilleurs cadeaux, en vrai, je pense. Donc on peut voir que, comme beaucoup de personnes, tu t'inspires beaucoup de Kobe Bryant et de cette fameuse Mamba Mentality. Il disait toujours que pour lui, c'était une formidable récompense de voir certaines personnes s'inspirer de cette Mamba Mentality. On a évoqué les grands moments de ta carrière jusqu'à présent, étape par étape, et là on est en plein dedans aussi, t'es en train d'en vivre un autre, puisque tu changes d'équipe, t'as signé officiellement au Gothique d'Amiens. Pourquoi? Je pense que les gens ont l'envie aussi de savoir aujourd'hui dans le cadre de cet entretien, pourquoi le choix d'Amiens et de partir des Dragons de Rouen? En vrai, c'était pas un choix facile. Parce que comme t'as dit, de faire Rouen-Amiens, c'est pas facile du tout. Et après, j'ai mûrement réfléchi, tu vois, avec ma famille, mes proches, mon agent, voir ce qui était le mieux pour moi en termes de temps de jeu, tu vois, pour passer un cap. Parce que là, c'était un rôle différent que je vais aborder à Amiens, donc tu vois, c'est un nouveau cap dans ma carrière et il fallait que je le saisisse. Et une opportunité comme ça, on n'en a pas souvent. Donc du coup, non, ouais, maintenant, ouais, je vais jouer pour les Gothiques d'Amiens. Sans rancune? Sans rancune. Tu disputeras pas la CHL cette année. Tu l'avais joué il y a 2 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui va un petit peu te manquer? Est-ce que tu as quand même ce petit regret de dire je vais pas participer à la CHL? Ouais, j'aurais pu me dire ça, mais après, avec ma mentalité, je préfère plutôt me dire que c'est pas grave, j'ai tout le temps pour en jouer une autre.
Ok. Que ce soit avec Rouen ou un autre club, tu vois. Enfin, ma carrière, elle est pas finie et c'était pas la dernière opportunité de jouer à la CHL de ma vie. Enfin, je l'espère. Ouais, ok. Merci beaucoup, Kylian. Juste avant de se quitter, parce que voilà, on en a parlé un petit peu avant. Avant les matchs, quelle est la musique que t'écoutes? Pas de souci. Pas de souci de Isaac J, je l'écoute en boucle. Ok. Et bon, on va se quitter là-dessus. Pas Merci de beaucoup, souci. Kylian. J'ai toujours un tas de soucis dans la tête, moi ceux de naissance. Pas d'humeur à la fête, tranquille de naissance. Habitué de mes conneries, je rentrais souvent la boule au ventre. Mais s'il fallait le revivre une deuxième fois, j'irais direct. Lester, Adama, Wesley, Nassim, Kenzie. Je vous love de haut, quelle vie. La caille est pas d'accord, on va monter sans effort. Et même si c'est long, et même si c'est loin, on va monter pas à pas.